Et place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. On revient sur cet épisode caniculaire qui touche donc la France et qui devrait perdurer, je vous le disais, jusqu'au 14 juillet au moins ici en France. 9 départements en vigilance rouge, la quasi-totalité des autres départements en vigilance orange, nouvelle cellule interministérielle de crise, plan hors sec, chaleurs extrêmes déclenchées, et toujours ce même sentiment que la France n'est absolument pas préparée à ces vagues de chaleur extrêmes qui ne cesseront de se multiplier dans l'avenir. Outre ces conséquences pour les hommes, pour la société, les effets sont aussi dévastateurs pour la faune, la flore, les écosystèmes dont nous dépendons pourtant cruellement. On en parle donc avec notre invité, le biologiste Marc-André Selos, spécialisé en botanique et en mycologie, professeur au Muséum d'histoire naturelle, chargé de cours à l'ENS, mais aussi professeur à Gdansk en Pologne, où vous vous trouvez donc ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Je mentionne aussi votre dernier ouvrage de la biodiversité comme un humanisme aux éditions du Seuil. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour parler réchauffement climatique et ses effets donc sur les écosystèmes. On le disait, réchauffement climatique, outre des effets sur nos sociétés, un effet donc dévastateur sur la faune, la flore, la dégradation aussi de la biodiversité, on le sait, qu'elle soit sur terre ou marine. Vous qui êtes spécialiste de botanique, quels effets aussi sur les plantes, les sols, est-ce qu'on ne voit pas les bactéries au cœur de ces écosystèmes ? Alors, ce qui est certain, c'est que tout le monde est affecté. Vous savez, quelque chose qui fait 2000 morts, comme la dernière canicule en France, bah, pour des organismes qui n'ont pas de toit et pas de climatiseur, c'est encore pire. Ceux qui souffrent le plus, c'est ceux qui sont en surface, les animaux et les plantes. Ça, c'est sûr que là, il y a des... Bon, on a très bien vu les centres qui s'occupent des animaux malades être complètement débordés. On voit très bien les plantes commencer à sécher. Et c'est d'ailleurs une des choses qui alimentent les feux dont vous parliez. C'est que mortes ou moribondes, elles sont très sèches. Bon. Quand on passe en profondeur dans le sol, il y a effectivement aussi une sécheresse terrible qui est sans doute ce qui contribue à tuer aussi les plantes aujourd'hui, avec des sécheresses qui sont de l'ordre de celles qu'on avait atteint en 1976, quand il y avait eu une forte sécheresse en France, des sécheresses du sol qu'on avait atteint fin juillet en 1976. Et là, on les a atteints maintenant. En fait, effectivement, dans le sol, il y a beaucoup d'organismes qui souffrent. Alors, beaucoup reviendront, mais tous ceux qui sont associés aux racines des plantes, par exemple, et qui les aident à pousser, bah, ils risquent de ne pas revenir. Et parce qu'ils souffrent, parce que les plantes souffrent et ne les nourrissent plus. Or, ces organismes-là, c'est eux qui défendent et nourrissent les plantes dans le sol. Donc, quelque part, ce qui est touché dans les sols aujourd'hui, c'est ce qui empêchera les plantes demain de survivre bien. Et à partir de quand est-ce qu'on estime qu'un écosystème se détruit entièrement ? Alors, il n'y a pas de seuil, si vous voulez, et puis il n'y a pas de linéarité, c'est-à-dire que vous augmentez de 0 à 1 degré, puis l'effet peut être très limité ou très important. Un écosystème, il peut brutalement se détruire, ça s'appelle le feu. C'est ça, en fait, la destruction de l'écosystème. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui, impuissants c'est une profession, une prophétie terrible, qui n'est pas nouvelle. Je veux dire, à un moment, quand même, il faut dire une chose, c'est que les scientifiques gueulent, s'épuisent. Moi-même, je suis épuisé de dire les choses depuis des décennies, et la société n'écoute pas. Alors, est-ce qu'on va nous écouter maintenant? Parce que, attendez, il y a d'autres débats, hein. Il y a des débats sur les pesticides dans l'agriculture, il y a des débats sur les PFAS et les pollutions industrielles. On va nous écouter? Parce que vous savez que quand on a une forêt qui brûle, c'est un puits de carbone qui disparaît. C'est-à-dire que ce qui stockait du carbone avant commence à en produire. En fait, le risque, c'est la bascule où les écosystèmes se détruisent et n'opèrent plus leurs fonctions. Alors, vous savez quoi? Nous sommes des petits fœtus qui vivent sur les fonctions nourricières, climatique, de stockage de l'eau des écosystèmes. En fait, vous savez quoi? Le risque, c'est pas le bascule des écosystèmes. C'est ce qu'on va être capable de vivre dignement, sainement, dans les années qui viennent. C'est ça qui se profile. Alors même que la science vous donne en agroécologie et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des solutions. Pourquoi, selon vous, cette inaction, alors cette indifférence, alors qu'on sait tout, alors qu'il y a des solutions comme vous venez de le rappeler ? Regardez votre frigo.
il est bourré de biodiversité. Regardez vos vêtements. Si vous avez du coton ou de la laine sur vous, c'est de la biodiversité. Même l'écaille de mes lunettes, c'est de la biodiversité. Nous sommes cousus de biodiversité et nous ne l'avons pas vue. Pourquoi? Parce que culturellement, nous sommes loin de ça et du coup, nous sommes aussi loin des solutions basées sur la nature, notamment le stockage de carbone dans certaines forêts, le stockage de carbone dans les sols, ou tout un tas d'autres solutions qu'on ne voit pas parce qu'en termes de formation, et ça c'est une urgence, je vous en prie, absolue aujourd'hui, 1 heure par semaine de sciences de la nature au collège et au lycée, ça fait ce que vous voyez. Une société qui n'entend pas, une société dont les politiciens n'ont pas vu de biologiste depuis la seconde. C'est ça qui se passe. C'est que nous sommes orphelins de cette science que d'autres, que certains comme moi accumulent. Nous en sommes tous orphelins car nous ne savons pas ce qu'est la nature, nous ne savons pas ce qu'elle nous impose, mais ce qui est plus grave, c'est que nous ne savons pas non plus ce qu'elle nous propose, comme par exemple des stockages de carbone dans les sols. Pourquoi aujourd'hui la matière organique qui sort de vos cuisines ne va pas dans les sols agricoles? Vous savez que la matière organique dans les sols, la matière morte, ça stocke de l'eau, ça permet au sol de stocker plus d'eau, et puis ça les empêche de s'éroder. Ce que vous appelez un déchet que vous payez très cher pour brûler dans les stations de, de traitement des ordures, c'est une solution. Mais comment expliquer ça à une société qui n'a pas la formation sur les mécanismes pour entendre ça? Elle ne l'entend pas et elle met des sparadraps. Elle compte les canadaires, elle compte les morts, elle achète des climatiseurs. Putain, mais il faut arrêter l'émission des gaz à effet de serre. Pour la biodiversité, il faut absolument enrayer cette chute de biodiversité qui nous prive de ce qui nous nourrit, de ce qui nous construit et de ce qui assure l'avenir de nos enfants. Allons aux causes et cessons d'ergoter sur les sparadraps que nous proposent les politiques. Et une chute de la biodiversité qui peut aussi, on le rappelle, avoir des conséquences sur l'homme, sur sa santé. Je pense notamment à la propagation de maladies. Oui, alors c'est sûr que d'abord nous sommes affaiblis et c'est aussi ce qui se passe sur les plantes autour de vous. Le climat les affaiblit. Les pathogènes, eux, vont en profiter. Donc, on est plus sensible aux pathogènes. Et aujourd'hui, nous avons 2 grandes sources de propagation des pathogènes qui, effectivement, mettent en péril nos cultures, nos plantes sauvages, mais aussi nous-mêmes. La première, ce sont ces échanges commerciaux internationaux frénétiques qui fait que les maladies aujourd'hui ont devant elles un tapis rouge pour pénétrer n'importe où et changer de continent. La dermatose bovine dont on a parlé et qui a ruiné des agriculteurs, c'est une maladie qui est à la fois liée au changement climatique et aux échanges commerciaux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'effectivement, on a, de par les pesticides, de par le changement climatique, on crée les conditions où finalement les organismes, dont nous, sont plus facilement sensibles aux maladies. Et aujourd'hui, il faut retrouver la nature comme un outil. C'est pas facile, mais on sait très bien par des agricultures alternatives ou par des mécanismes de stockage de carbone dans les sols que j'évoquais, on sait très bien qu'il y a des solutions dans la nature. Il faut vraiment les adopter de toute urgence et cesser de procrastiner et juste d'acheter des climatiseurs, même s'il le faut transitoirement, hein, mais ça ne suffit pas, et de compter les canadaires et les décès quand il y a des incendies. Il faut parler du fond et je vous remercie qu'on en ait parlé un peu. C'est aussi un non-sens, vous le rappelez dans de nombreuses interviews, de ne pas agir pour la transition écologique en termes économiques. L'absence de transition coûte cher. Écoutez, moi j'en suis venu à ne plus avoir de voix pour exprimer les intérêts techniques, purement techniques, de faire la transition écologique. Alors j'ai trouvé des chiffres, par exemple le 16 septembre dernier, la Cour des comptes nous dit que chaque fois qu'on investit 1 euro dans la transition écologique, c'est 3 euros de coût à terme de réparation ou par exemple, vous voyez, de pollinisation à faire soi-même parce qu'il n'y a plus de pollinisateurs. C'est 3 euros qu'on économise à terme et que si on ne fait pas la transition écologique dans ce pays, on va perdre 11,2 points de PIB en 2050. Mais vous savez quoi? Des économistes américains ont calculé qu'à ne pas avoir fait la transition écologique depuis les années 70, c'est 30 points de PIB qu'on a perdu au niveau mondial. Donc, même si vous voulez calculer en PIB, en produit intérieur brut, ce qu'on a fait, c'était juste de brutaliser le PIB, justement. Vous rappelez Donc, aussi, oui, même d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Vous rappelez aussi régulièrement que durant la campagne pour la présidentielle de 2022, les candidats ont parlé de biodiversité seulement pendant 1% du temps de parole. Vous espérez, on l'imagine, un sursaut dans le cadre de cette campagne 2027?
Oui, on vit toujours d'espoir. Dans cette même campagne que vous citez, ils avaient parlé pendant 3% du temps du changement climatique. Et je vais vous dire, j'invite vos téléspectateurs à se demander pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce qu'ils sont aidés par des agences de communication à parler exactement aux gens de ce qui les intéresse. Et quelque part, ces deux chiffres, 1% du temps pour la biodiversité et 3% pour le climat, reflètent à mon sens ce que sont les centres d'intérêt de notre société, complètement décalés par Mais rapport à pourtant, tous les l'avenir, sondages complètement montrent que les décalés par Français rapport à sont très l'urgence. préoccupés par cette histoire du changement climatique, donc c'est un peu paradoxal. Non, ils ont chaud. Ils n'étaient pas préoccupés par la prédiction du changement climatique quand elle a été faite. Et je ne voudrais pas assommer les gens d'une responsabilité qui n'est pas que la leur, hein, entendons-nous. Je ne suis pas en train de faire des reproches à vos téléspectateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on s'est dit, oui, il y a la fin du monde et puis la fin du mois. Et on va gérer la fin du mois. Sauf ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à pas avoir géré le changement climatique et pas non plus la biodiversité, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des endroits où l'absence de biodiversité tue. Aux États-Unis, la disparition des chauves-souris, hein, ça fait augmenter de 8% les mortalités infantiles. Eh bien, à force de ne pas avoir regardé ça, c'est la fin de vie qui s'impose à nous. C'est qu'aujourd'hui, c'est la question de la fin du monde versus la fin du mois se teinte d'une question atroce, la fin de vie. Hmm. 2000 personnes sont mortes de la dernière canicule et pour ce qui est de l'année dernière, les canicules de l'an dernier en France, c'est 5700 morts, c'est 0,3 points de PIB. En fait, on est en train, et il faut réagir très vite, de perdre les outils humains et financiers pour lutter. Donc, non seulement il faut lutter vite pour l'humain, mais il faut lutter aussi parce que plus on tarde, et c'est vrai pour la biodiversité aussi, chaque espèce qui disparaît ne reviendra pas, chaque fois qu'on tarde, on part de plus loin et avec moins d'outils. Il est absolument urgent d'agir. Il ne s'agit pas d'attendre, c'est une urgence absolue et moi j'appelle à ce que dans ce pays, à la rentrée, on ait un espèce de méga Grenelle qui définisse les priorités urgentes pour que les gens cessent de crever et que nos enfants cessent de perdre des espèces, des moyens et des écosystèmes qui font leur économie et font leur santé. Merci infiniment Marc-André Selos d'avoir réagi sur notre antenne ce soir, d'avoir répondu à nos questions et merci aussi pour ce cri d'alerte dans l'intérêt de tous. Cet entretien est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je rappelle donc votre livre, hein, Marc-André Selos, de la biodiversité comme un humanisme aux éditions du Seuil.